Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre-Olivier Pinault. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce webinaire avec Isée Martins qui va présenter son travail sur la tarification d'électricité dans le secteur résidentiel. Est-ce qu'il faut tarifer selon l'heure ou la puissance? C'est une question qui m'est chère en fait, puisque depuis plusieurs années, je réfléchis avec d'autres collègues aux tarifs d'électricité. Je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de gens qui pensent la tarification de l'électricité et je vois beaucoup d'avantages personnellement à la tarification de la puissance. Avec des discussions avec Hydro-Québec, on s'est dit que ça vaudrait la peine de pousser un peu plus loin la réflexion et c'est ce qui a suscité cette recherche. ISEE a collaboré avec Hydro-Québec, mais de façon indépendante. On a fait notre recherche, enfin ISEE a fait sa recherche sous ma direction de manière indépendante pour regarder un petit peu les avantages et les inconvénients des différents types de tarification. Elle a fait des choses super intéressantes qui sont dans le rapport qui est disponible sur le site de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Elle vous présente aujourd'hui le contenu de son rapport. Vous pouvez, et poser des questions. Isée va d'abord présenter et après il y aura une période de discussion et de questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, dans le Q&R de ce webinaire et je vais revenir moi, à la suite de la présentation d'Isée pour, gérer les questions que vous pourrez poser à Isée et peut-être que j'aurai, des compléments de réponse ou des choses à dire. Je vous remercie donc d'être présent. Isée, à toi la parole. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être venu. Donc, je ne vais pas représenter le sujet comme Pierre-Olivier vient de le présenter magnifiquement bien. Donc sans plus attendre, je vais commencer par donner un peu la ligne directrice du travail. Donc, premièrement, j'ai analysé la problématique que Pierre-Olivier vient de vous expliquer, c'est-à-dire celle de la tarification qui pourrait être un levier pour l'efficacité énergétique. Donc, j'ai commencé avec la problématique et les objectifs de cette étude. Ensuite, je vais présenter les résultats que j'ai trouvés dans les littératures, les revues et études qui ont été réalisées dans d'autres pays, principalement dans les pays aux États-Unis et pays scandinaves. Donc, je vais présenter leurs résultats à eux. Ensuite, je vais vous montrer la méthodologie de cette étude et de ce rapport pour vous présenter finalement les résultats de toutes les modélisations qui ont été faites et conclure par les limites, étant donné qu'il y en a toujours, et donc une petite conclusion. Ce sujet est amené par une problématique qui est inhérente à l'électricité d'aujourd'hui et de demain. En effet, dans une optique de réduction des gaz, des émissions de gaz à effet de serre, la décarbonation par l'électrification va mener fatalement à une augmentation de la consommation de l'électricité. Par exemple, avec l'ampleur actuelle que prend le réseau de transport électrique, donc au Québec, on prévoit un épuisement du surplus d'électricité en 2026, alors que la demande, elle, devrait augmenter de 25 TWh d'ici 2032, afin de faire face à la demande de pointe, c'est-à-dire celle qui survient au moment où la majorité des consommateurs utilisent simultanément une grande quantité d'énergie. Donc un facteur clé de la demande de pointe, du système électrique, c'est donc le comportement corrélé, des utilisateurs, enfin des ménages, à cette utilisation, d'énergie, qui n'aurait finalement lieu que, selon, nos études, quelques heures en fait durant l'année, en fonction des températures donc, de l'hiver, de l'été ou des heures, de la journée. Et donc pour faire face à tout cela, Hydro-Québec prévoit donc des besoins de l'ordre de 150 TWh d'ici 2050. Pourtant, et c'est le but de cette étude, une prise de conscience accrue des coûts devrait inciter les consommateurs à réduire la demande de pointe au lieu de venir y ajouter des térawattheures d'électricité supplémentaires. Ce qui pourrait du coup permettre aux fournisseurs d'électricité d'éviter d'augmenter cette capacité du réseau.
Donc les objectifs de cette étude sont triples, d premièrement, c'est de montrer qu'il est nécessaire et possible, en fait, d'optimiser la tarification pour mieux gérer les comportements et donc la pointe de consommation de l'électricité, d'analyser du coup les impacts de ces tarifs sur les habitudes de consommation dans le but final d'équilibrer, l'offre et la demande et limiter donc le gaspillage, énergétique. Dans cette étude, on a con j'ai conduit, cette étude sur 2 méthodes de tarification, celle de la puissance dont Pierre-Olivier Pinault, vous a parlé au début, et que j'ai mis en contradiction avec enfin pas contradiction, mais que j'ai étudié, avec, la tarification horaire. Donc premièrement, la tarification horaire, elle propose une variation du prix, au kilowattheure consommé en fonction des différents moments de la journée et donc selon les heures considérées comme les heures de pointe ou les heures de creux selon les distributeurs. Par exemple, le prix sera plus élevé, quand tout le monde est chez soi rentre chez soi du travail vers 18 heures, alors qu'il sera plus bas, pendant la nuit, par exemple, vers 2 heures du matin quand personne techniquement ne consomme, d'électricité et ensuite la tarification de la puissance qui, elle, impose des frais supplémentaires, à chaque consommateur en fonction de leur demande maximale enregistrée, durant une période de facturation. Donc généralement, c'est 1 mois, voire 2 mois, mais souvent, en tout cas, c'est 1 mois. Et donc la puissance qui a été tirée par le consommateur pendant, ce mois, aura désormais un coût fixe. Donc, par exemple, à la facture, le consommateur, en plus de, son énergie consommée, va payer, de l'ordre de 6 à 10 en plus par kilowatt, de puissance maximale. Hem, pour étudier le cas au Québec, il a d'abord fallu faire évidemment une revue des résultats, d'études similaires, dont je vais vous présenter les résultats. On y retrouve certains avantages pour, les 2 tarifications évidemment. Premièrement, en tarification horaire, donc j'ai étudié, dans les revues que beaucoup de réductions, qu'il y a beaucoup de réductions de pics de consommation grâce, à la tarification horaire, qu'elles peuvent même aller jusqu'à 20. Aussi de la diminution des coûts pour, les consommateurs flexibles qui pourraient donc déplacer leur consommation d'appareils énergivores durant les heures moins chères, c'est-à-dire, pendant la journée ou pendant la nuit et des consommateurs progressivement plus réactifs aux nouveaux tarifs lorsqu'ils y sont habitués. Puis finalement une meilleure gestion, fatalement de ces appareils, énergivores. On a des effets plus ou moins similaires qui ont été soulignés pour la tarification de la puissance. Donc avec une réduction de la consommation de pointe très prononcée en hiver avec, de l'ordre de 7,4 et une réduction des pics qui peut aller jusqu'à 16,2. En plus de cela, dans la littérature, j'ai vu, pardon, que les réductions de consommation moyenne pouvaient aller jusqu'à 25,4. Hem, Même si le but, en fait, de la tarification de la puissance, ce n'est pas de s'attarder à la diminution de la consommation globale, mais plutôt vraiment de la réduction de la pointe. Une étude a également soulevé que lorsque les consommateurs résidentiels souscrivaient à une puissance au début de la période de facturation, les résultats, étaient encore plus concluants. Pour les consommateurs, il y avait vraiment des réels avantages de réduction de la facture, une meilleure équité entre les gros consommateurs qui vont tirer beaucoup de puissance et les faibles consommateurs, qui en tirent moins et donc également, plus de flexibilité dans la tarification. Tout avantage vient avec, ses inconvénients évidemment. Donc par exemple, pour la tarification horaire, certains consommateurs la trouveraient trop complexe ou non flexible, étant donné que, on va tarifier certaines heures, plus que d'autres pour les personnes qui ne peuvent pas par exemple, déplacer leur consommation, leur facture fatalement augmente.
Elle nécessite également de comprendre les utilisations d'énergie des appareils. Donc, il faut quand même un temps d'ajustement et de prendre des habitudes. Et le point négatif le plus pertinent dans cette étude, c'est que la tarification horaire, elle peut générer des pointes de consommation à des moments où la consommation était habituellement creuse, ce qui s'avère en fait un peu contre-productif, étant donné que le but d'une nouvelle tarification, ce serait plutôt de lisser la consommation au lieu de créer des nouvelles pointes. Ensuite, les inconvénients pour la tarification de la puissance. Donc elle manquerait de signaux appropriés pour réduire la consommation, étant donné que c'est pas des heures fixes. Mais fatalement, c'est plus compliqué aussi pour certains consommateurs de comprendre quand est-ce que leur puissance est augmentée. Hem également la réduire, plus spécifiquement aux périodes critiques pour le distributeur. Elle est également un peu plus complexe et elle demande une technologie adaptée justement pour comprendre, les puissances tirées par les appareils. Donc ça, c'était tout pour la revue de la littérature. Ensuite, je vais vous présenter, la méthodologie qui a conduit, cette, étude. Donc premièrement, grâce au logiciel Load Profile Generator, j'ai, établi 5 profils qui seraient représentatifs plus ou moins, des ménages, québécois. Donc le premier, c'est un ménage, avec une faible consommation et qui serait donc un couple, sans enfants, qui tirerait une puissance maximale, de 6,67 kilowatts, à l'année. Ensuite, on a le même couple, mais avec une voiture qui a une consommation un peu plus élevée et une puissance, beaucoup plus élevée, donc à 9,11 kilowatts. Une famille de 2 enfants qui a un tiers de consommation, supplémentaire et une puissance plus ou moins égale. Une famille avec 2 enfants et des appareils énergivores. Donc là, j'ai modélisé en tant que bain à remous pour vraiment, donner un appareil qui va consommer beaucoup, mais ça peut, fonctionner pour d'autres. Donc elle, elle aura une puissance, énorme à 13,52 kilowatts. Hem et finalement, une famille de 2 enfants avec une, voiture électrique qui aurait une grosse consommation d'électricité tout de même, 27 000 kWh, et une puissance de 10,62 kilowatts. Juste à titre, d'exemple pour vous montrer, ce que le logiciel, pouvait créer, c'était que j'ai tiré, la consommation annuelle pour un des profils. Bon ici par exemple, pour le profil, numéro 1, le plus petit consommateur d'électricité, et donc on voit la consommation par heure tout au long de l'année. Donc on commence au 1er janvier et on finit au 31 décembre. On voit qu'on a modélisé également, le chauffage électrique, québécois, grâce au fait que, la courbe, augmente, la consommation augmente pendant les périodes d'hiver et diminue, durant l'été. Ensuite, il a fallu, imaginer plus ou moins les structures tarifaires. Donc je me suis toujours basée sur, la tarification, volumétrique actuelle de Hydro-Québec, c'est-à-dire le prix du volume, qui est aux les 40 premiers kilowattheures de la journée, à 0,069 sous, du kilowattheure et puis, la tranche 2, une fois les 40 kilowattheures dépassés, qui est à, plus ou moins, 10 sous du kilowattheure. Ensuite, j'ai, analysé un schéma de tarification de puissance qui serait, en fait, le prix de la puissance de Hydro-Québec, étant donné qu'elle facture certains clients pour leur puissance. Seulement, ces clients, ce sont seulement ceux qui dépassent les 50 kilowatts de puissance, tirée. Moi, j'ai décidé donc d'appliquer, ce prix dès le premier kilowatt de puissance. Donc on se retrouve avec le chiffre de 7,054 $ du kilowatt
et puis fatalement le prix du volume qui est à 0,066 du kilowattheure. Et la tarification horaire, en fait, je me suis basée sur la tarification volumétrique, mais à la place de procéder par tranche, j'ai procédé par moment de la journée. Donc le prix de pointe, qui serait le matin et le soir, serait à 10 sous, qui serait la tranche 2 du tarif volumétrique, et le prix hors pointe, qui sont les moments creux de la journée, donc au milieu de la journée et pendant la nuit, sont à 0,069 dollars du kilowattheure. Bien évidemment, Hydro-Québec, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais a sorti son tarif horaire qu'ils ont appelé tarif TDT. Heu Donc ici, je l'ai quand même j'ai utilisé ce tarif-là, également pour le comparer avec les 2 autres, donc puissance et tout. Et donc eux, ils ont vraiment fait un tarif, beaucoup plus compliqué avec, notamment une session entre l'hiver et l'été pour, les pointes, hors pointe et nuit, et puis, les seuils de tranche qui varient également, en fonction des moments de la journée. Donc, par exemple, on remarque que, le prix pour, la pointe en hiver est presque le double du prix hors pointe, et en été, les prix sont quand même un petit peu moins élevés. Ensuite, avec ces tarifs, pour comprendre les réductions de consommation, donc, les variations, j'ai dû imaginer des scénarios qui sont basés sur, les chiffres qui proviennent de la littérature. Donc, on a premièrement le premier scénario qui est le scénario pour toute tarification qui sera aucune adaptation du comportement. Donc le consommateur consomme, comme il l'aurait fait avant. Ensuite, on a une variation 1 qui provient, systématiquement de, la revue de littérature. Une variation 2 qui est variation 2, pardon, la variation 1, où on a enlevé 50 de cette variation, sauf pour la tarification tout, que je vais présenter juste après, et la variation 3 qui est, donc la plus élevée, qui est la variation 1 où on a ajouté 50 de cette variation. Donc ce qui donne, ceci: pour la puissance, on a, la réduction globale de la consommation pendant les périodes de pointe et hors pointe, ainsi qu'un report partiel de la consommation de pointe vers les périodes hors pointe. On remarque, que la variation 1, par exemple, c'est celle, qui va servir de base, la norme, celle d'une étude qui provient de Bartusch, qui a été faite en 2011. Donc on voit que, la diminution de pointe, en été par exemple est de 12,2 et en hiver elle a été étudiée à 17. Donc j'ai appliqué exactement ces mêmes chiffres. Puis la variation 2 est plus basse fatalement que la variation 1 et la variation 3 est supérieure afin d'analyser un peu la sensibilité, des scénarios. Pour la variation de consommation au tarif horaire, je me suis basée sur, l'élasticité prix qui a été étudiée dans l'étude de Guillaume Fy, donc vous pouvez voir, à la variation 1 là. Hem, donc cette élasticité, elle a été étudiée, dans cette étude, et j'ai donc, avec les prix que j'ai analysés, juste avant que je vous ai présenté, j'y ai mis, l'élasticité prix et ce qui nous a donné, ces variations de consommation-ci. Donc par exemple, un consommateur, avec des appareils énergivores, en été va avoir, une réduction de consommation de 11,40. Puis la variation 2, elle provient d'une autre, étude qui est celle de Shitara. Hem, la réduction de pointe, par exemple, enfin elle étudie justement les réductions de pointe et les réductions hors pointe individuellement, et la variation 3 qui est basée sur la variation 2, qui est donc, plus forte.
J'ai fait exactement, pareil pour le tarif horaire de Hydro-Québec, donc TDT, avec les élasticités prix, les différentes tranches, les différents moments de la journée, ce qui donne des variations, de consommation qui peuvent aller de 2 à, quand la consommation, varie fortement à, 46 par exemple, en été, voilà. Hem, Désormais, je vais pouvoir vous présenter mes résultats. Donc la première étape avec les profils de consommateurs, les nouveaux tarifs et les variations qui ont été reprises dans les études antérieures, j'ai analysé les coûts de variation, les coûts que les variations engendreraient si aucun ajustement de comportement de la part des ménages, n'aurait lieu. Donc le but, c'est de comparer les coûts des différentes structures, tarifaires à consommation égale. Donc les des là, on j'ai remarqué quand même des coûts de +10 à +30 qui surviennent avec, ces nouvelles structures. Fatalement, le tarif volumétrique reste le plus avantageux pour les consommateurs, et explique donc une des raisons pour lesquelles il n'y a pas grand intérêt à améliorer sa consommation quand l'électricité est peu chère. À l'inverse, les 3 autres structures tarifaires donc entraînent systématiquement une hausse du coût annuel. Pour Hydro-Québec, l'instauration d'un tarif, par exemple, à la demande, ce serait un intérêt stratégique et économique, étant donné qu'il ne facture pas seulement l'énergie consommée au kilowattheure, mais également la puissance maximale appelée, qui détermine en grande partie la capacité nécessaire du réseau de distribution. Par conséquent, ce système de tarification sans ajustement du comportement permet une meilleure répartition en fait des frais liés, au réseau, en fonction de l'utilisation réelle de la capacité, donc des ménages, des ménages à forte, consommation, et des ménages à faible consommation. Donc les ménages qui ont une forte pointe payent désormais davantage, ce qui aligne mieux la tarification sur les principes de justice économique et de signal de prix. Mais alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ajuste, les comportements avec, les variations que je vous ai présentées, juste avant? Les résultats, ils changent drastiquement. Le tarif volumétrique ne devient plus du tout aussi avantageux qu'il ne l'était auparavant et si on se réfère à la réduction de la consommation durant les heures de pointe et creuses étudiées, dans les littératures, c'est évident que le coût total annuel diminue considérablement pour, les consommateurs avec les variations, donc qu'elles soient faibles ou fortes, au sein de chaque tarif. Mais il faut quand même souligner que, la consommation, heu, la variation et le tarif le plus avantageux, c'est, le tarif de la puissance qui combine une efficacité économique et une réduction de pointe de 10 à 20. Donc quand je parle d'efficacité économique, ici, les ménages les plus énergivores peuvent économiser jusqu'à 411 comparé à leur, tarification, volumétrique, ce qui est quand même, considérable. Pour mettre tout ceci, un peu plus au clair, je vais montrer, des exemples. Donc par exemple ici, l'introduction des tarifs, hem sur, des variations tarifaires pardon, sur la journée de pointe, on remarque que toutes, les variations, hem, sont en dessous de la ligne, rouge qui est la ligne, du tarif volumétrique actuel. Donc, la ligne en pointillé bleu la plus basse, jusqu'à la pointe, c'est celle de la variation la plus forte du tarif, de la puissance. Ensuite, on est aidé par la tarification, TDT avec une variation, la plus forte également. Et ici, on peut voir, les un ex le la comparaison des coûts et des consommations avec un ajustement comportemental pour le profil résidentiel 1, donc celui avec la plus faible consommation. Vous pouvez voir que la variation 3, donc la variation la plus forte de la puissance, permet un meilleur ajustement du comportement. Donc la consommation totale est, la plus petite,
la pointe est la plus petite, la moyenne des 10 pointes est également la plus basse. Hem, pour les consommateurs, le coût, le plus avantageux, c'est celui de la variation horaire, 3, donc la plus forte également de la variation de la tarification horaire tout. Hem et ce qui est très intéressant ici, à noter, c'est que l'introduction de ce tarif, elle garantit pas spécifiquement, systématiquement, une réduction instantanée de la consommation de pointe chez tous les ménages. Donc, ici, les résultats, ils montrent que la tarification, horaire, donc le tout et TDT, s'avère relativement inefficace pour réduire les pointes de consommation quand elles se produisent, en dehors des heures tarifiées comme pointe par le distributeur. Donc ici, le 6,76 est, ne change pas en fait avec les variations étant donné que, il ne s'agit pas d'un moment de pointe, donc il n'y a aucune variation en dehors des moments, de pointe. Ce qui fait que la pointe reste similaire. Ensuite, l'objectif principal de cette étude, c'était d'évaluer l'impact des nouvelles tarifications pour comprendre leur influence sur la consommation et donc de constater les économies d'énergie qui peuvent être réalisées en termes d'investissement pour les producteurs d'électricité, donc à grande échelle. Hem, Ce qui fait que j'ai réalisé une hypothèse de mise à échelle, à partir des 5 profils de ménages, qui ont été modélisés donc, dans cette étude. Donc, ici, j'ai mis, à titre d'exemple, un schéma des parts des implications, aux économies d'énergie des ménages, qui donne, le ton sur les autres variations également parce qu'elles sont toutes, assez similaires. Dans chaque variation et chaque tarif, le profil résidentiel 1, donc le plus petit consommateur d'électricité, représente la majeure partie des réductions, même malgré la petite consommation annuelle individuelle. Donc c'est la preuve que même, avec de petites réductions, lorsqu'elles sont additionnées, on peut faire de grandes économies. À titre d'économie, d'énergie par an, totale, on remarque sur ce tableau que le tarif de la puissance à échelle québécoise est le plus significatif en réduction d'énergie. Pour la variation la plus forte de la consommation, on obtient des réductions de 11,14 TWh. Pour donner un peu une ordre de grandeur, c'est ce qui équivaut à 16 de la consommation résidentielle actuelle, annuelle. Et puis on voit que les autres tarifs ont tout de même des économies d'énergie, mais qu'elles restent, plus faibles. Ensuite, en termes d'économie de puissance, fatalement, c'est la tarification de la puissance qui va surperformer. Grâce aux économies sur toutes les pointes de tous les consommateurs, le total est bien plus avantageux que, les tarifications horaires. Évidemment, comme je vous l'ai dit précédemment, les tarifications horaires n'ont pas toujours, une variation de consommation. On ne présente pas toujours des variations de consommation, ce qui fait sur la puissance, ce qui fait donc que les économies de puissance sont moindres que celles de la tarification de la puissance qui, elle, a systématiquement une variation, quoi. Voilà, on en vient, à la fin de cette étude. Je vais, maintenant vous présenter fatalement les limites, étant donné qu'il en va de soi qu'il y en a quand même tout un certain nombre. Donc premièrement, il faut noter que cette étude, elle a été faite, sur une base restreinte de cas de ménage. Donc je vous ai présenté 5 profils, ce qui n'est pas vraiment, la situation réelle, du Québec avec ses 4 000 ménages. Donc ça réduit un peu le scope. Ensuite, l'ampleur des réductions de consommation et des changements d'habitudes, elle peut être, surestimée ou sous-estimée. En effet, pas tous les consommateurs, apportent de l'importance à leur consommation d'électricité, parfois certains, en apportent beaucoup plus que d'autres. Donc on a pris, une moyenne, mais ça pourrait être plus, ça pourrait être moins.
Aussi, l'étude, elle ne tient pas compte de l'évolution de la demande sur plusieurs années, étant donné que c'est une étude que j'ai réalisée, au long de juste de 1 seule année, donc avec les profils qui ont une consommation, annuelle. Hem Et donc, elle prend pas en compte les effets d'apprentissage ou de saturation dont je vous avais parlé, dans la revue dans les avantages de la revue de littérature où, par exemple, le tarif horaire, aurait un bon effet d'apprentissage. C'est-à-dire que les consommateurs, vont continuer à, mmh, à adopter des meilleures pratiques, sur leur consommation. Ensuite, les tarifs, définis dans cette étude, ils sont pas neutres les uns envers les autres. Hem, En effet, le but, c'était vraiment de montrer, que payer plus inciterait les consommateurs à vouloir consommer moins, ce qui sont pas des pratiques, effectuées par Hydro-Québec. Donc, étant donné que, il y aurait une forte injustice, de faire ce genre de modèle, c'est-à-dire que le consommateur devrait d'abord, retrouver sa consommation, comme elle le faisait auparavant et ensuite elle pourrait, avoir des économies, hem, ce qui n'est pas, les pratiques, de Hydro-Québec actuellement. Finalement, il faut tout de même prendre en compte les limites physiques du déplacement de la charge et en effet, cette étude, le but, c'était de voir à quel point les tarifications pouvaient lisser la consommation tout au long de l'année et donc ne plus avoir à investir pour, des pointes, très marquées. Pourtant, il faut quand même noter que les transformateurs, d'électricité doivent refroidir, mais si la consommation globale est lissée, parfaitement, bah, ils perdent en efficacité car ils n'ont pas le temps de refroidir et donc c'est quand même une grosse, limite physique au déplacement de la charge. Et donc pour conclure, pour une petite conclusion générale, donc avec les ajustements de comportement, les nouveaux tarifs deviennent toujours plus avantageux, mais évidemment à des échelles différentes. Donc dans mon étude, le potentiel pour la tarification de la puissance était, le meilleur, pour réduire les pentes de consommation. Le potentiel pour la tarification horaire, par exemple, est beaucoup plus intuitif, pour le consommateur et plus accessible. Pourtant, il faut tout de même, pour la tarification de la puissance, prendre en compte, les limites physiques, pour les consommateurs et les distributeurs, c'est-à-dire, les technologies pour les consommateurs et les transformateurs pour les distributeurs. Et pour, la tarification horaire, bah, elle reste tout de même, moins efficace pour réduire la pointe étant donné que, on a vu qu'elle pouvait créer des pointes, à d'autres moments de la journée ou même, pas du tout, la réduire, lorsque la consommation, de pointe est faite, pendant les heures creuses selon le distributeur. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écoutée. J'espère que ça n'a pas été trop de chiffres et que ça n'a pas été trop dans tous les sens. Merci beaucoup Isée. On a plusieurs questions qui sont là, donc ça a été bien actif pendant que tu présentais. Donc on va y aller par ordre chronologique. Isée, je vais te dire la question et tu réponds et puis après je vais si au besoin je complète s'il y a des choses à dire. Donc la première question a été posée de question anonyme. Qu'arrive-t-il pour les familles qui ont plus de 2 enfants? Seront-elles pénalisées? Justement, ce que je disais, à la fin de l'étude, c'est que j'ai pris comme modèle vraiment une moyenne, des profils résidentiels, mais ils sont pas très significatifs de si c'est 2, si c'est 3 enfants, si c'est 4 enfants. C'est ce qu'il faut voir, c'est vraiment plus la consommation plutôt que le nombre de personnes, par ménage. Et ouais et les consommations évidemment varient selon le nombre d'enfants et de personnes dans un ménage, mais les types de ménages, les profils, les 5 profils que Isée a modélisés sont quand même assez représentatifs de situations, qui surviennent régulièrement au Québec. C'est sûr que si on avait un ménage de 10 enfants, ben, ça serait, plus gros, mais les conclusions générales, si on ajustait à la proportion, resteraient un peu les mêmes.
Emmanuel Rancourt pose la question: «Quelle est votre opinion sur la possibilité d'un tarif TDT, donc tarification différenciée dans le temps pour les accumulateurs de chaleur?» J'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'un accumulateur de Donc chaleur avant de c'est un mécanisme qui stocke le chauffage, qui stocke de la chaleur. Donc c'est, une ré de la céramique en général qu'on fait chauffer durant les heures de pointe, durant les heures creuses. On chauffe durant les heures creuses, comme ça durant les heures de pointe, on peut moins chauffer en tirant de l'électricité du réseau et on utilise la chaleur emmagasinée dans ces briques de céramique, pour rediffuser la chaleur dans, le bâtiment et le logement, ce qui évite donc d'utiliser de l'électricité du réseau pendant les heures de pointe pour se chauffer malgré tout durant les heures de pointe, mais en prenant la chaleur accumulée, dans ces briques. Je pense que justement le but de Hydro-Québec dans la mise en place d'un tarif, de la sorte du TDT justement, c'est de permettre aux consommateurs de pouvoir réduire leurs coûts grâce à ce genre de technologie. Justement, ce que je montrais dans l'étude, c'est que, la tarification horaire et la tarification de puissance, elles demandent des technologies, des technologies additionnels justement pour pouvoir effectuer ce genre d'avantages. Donc c'est ça, Donc c'est heu, c'est donc c'est en oui, mettant c'est en mettant ces incitatifs tarifaires-là qu'on peut amener les investissements en flexibilité, et c'est un peu l'œuf et la poule parce que c'est certain qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas ces outils technologiques de flexibilité ou n'ont pas des attitudes de flexibilité, ce qui peut leur amener de la difficulté pour réagir aux tarifs, mais que l'idée, c'est que si on ne brise pas ce cycle-là, on ne génère jamais la flexibilité mais en mettant des tarifs comme le tarif différencié dans le temps ou un tarif de puissance, ben, on peut amener, chez les consommateurs certains investissements pour leur donner la flexibilité de réagir. Hem, le Frédéric Pelletier qui a plusieurs questions, mais il en a une 1re, concernant la revue littérature. Quels sont les usages de consommation derrière les chiffres présentés? Est-ce que le chauffage est électrique dans les articles, ou certains des articles que tu as revus dans ta revue littérature? Quels sont les pays ciblés par ces études? La question est un petit peu longue là. Comment les clients ont pu contrôler leurs factures? C'est-à-dire quel est le niveau de compréhension des clients, sondés sur la notion de puissance, sur la facturation de la puissance? Alors en effet, c'est une question très globale. Pour, les usages de consommation, concernant le chauffage, ça dépendait vraiment des pays concernés. Donc par exemple, on avait les pays, scandinaves, certains avaient, justement des chauffages, thermopompes, par exemple. Oui, parfois le chauffage, est électrique. Parfois, dans certaines études, états-uniennes, par exemple, il ne l'était pas. Ça dépend vraiment de l'étude. Donc pour les pays ciblés, on a surtout, ciblé les pays européens parce que c'est des pays qui font, actuellement déjà il y a beaucoup de pays en Europe qui font actuellement de la tarification de la puissance. Par exemple, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique. La France a même un tarif, l'Espagne, enfin, voilà. Ensuite, on a l'Australie, puis les États-Unis et d'autres études, canadiennes. Par exemple, la question sur le niveau de compréhension des clients sondés, une étude super intéressante de BC, Hydro qui, ont fait une étude de marché, en fait, sur, leurs consommateurs pour leur demander, s'ils comprenaient certains tarifs. C'est justement là où j'ai pu, relever les avantages et les inconvénients plus, qualitatifs, c'est-à-dire, les consommateurs comprennent un peu moins bien, par exemple, le tarif horaire, cette notion de plage, horaire, et cetera. Donc voilà. Mais toutes les études, sont, dans le rapport sous forme de tableau, c'est très facile
aller, revoir, ce genre d'informations. Et dans le tableau synthèse que Isée a fait, je me permets de le vanter parce qu'on voit clairement quels sont les pays, mais quelle est la source de l'étude, le pays, où ça a été étudié et d'autres, informations. Donc il y a un tableau synthèse en annexe du rapport d'Isée, qui présentait il y a la Norvège et la Suède qui sont des climats nordiques avec, beaucoup de chauffage électrique, sont dans certaines études, pas toutes les études, mais il y a des études sur des pays qui correspondent au Québec, ce qui fait que les chiffres qui ont été utilisés là pour calibrer les simulations de ISEE sont, plausibles pour le Québec, dans le sens où ce sont des chiffres d'élasticité prix ou de variation de la consommation qu'on pourrait retrouver au Québec, parce que ce sont dans certains cas, Suède, Norvège, des circonstances assez similaires. Heu, une question qui a suscité, la réaction de plusieurs personnes. Qu'arrive-t-il aux ménages qui ne peuvent pas ajuster leur consommation, entre autres parce qu'ils vivent, dans des logements mal isolés sur lesquels ils n'ont aucun pouvoir d'agir parce que locataires? Justement, c'était une question que j'ai vraiment voulu, étudier, un peu, parallèlement justement avec, cette recherche. Hem, Par exemple, une des raisons pour lesquelles, l'étude tire un peu plus sur la favorisation de la tarification de la puissance, c'est que déjà les ménages qui ont moins de moyens sont ceux qui vont consommer, moins d'électricité, qui vont tirer moins de puissance, qui auront des plus petites, consommations de puissance, donc pas de voiture électrique ou pas de bain à remous, par exemple, donc qui seront, finalement avantagés par les nouveaux tarifs. Et puis, oui, justement, un peu plus en défaveur de la tarification horaire qui était présentée dans les limites et dans les inconvénients, je veux dire, c'est qu'elle n'est pas très flexible. Donc c'est sûr que pour les ménages, qui peuvent pas changer leur, consommation parce qu'ils travaillent, de 7 heures du matin à 18 heures le soir, ça rend la consommation, ça rend le propos un peu plus compliqué, quoi. Alors, Émilie qui pose la question souligne que quand on vit dans un logement mal isolé, on consomme beaucoup. Il y a 2 choses qu'il faut comprendre, c'est on peut consommer beaucoup, mais sans avoir une pointe élevée et avec une tarification de la puissance, on peut effectivement, comme il est mal isolé, faire fonctionner le chauffage, tout le temps parce que c'est mal isolé. Mais, ça ne veut pas dire que, on aura une pointe évidemment, mais on n'aura pas forcément une pointe aussi élevée qu'un ménage qui va avoir, une sécheuse, une voiture électrique, comme l'a dit Isée, un bain à remous, un spa et qui eux vont avoir des pointes très, très, très élevées. Il y a une problématique évidemment pour les gens à faible revenu qui ont des logements mal isolés. L'étude que Isée a faite n'est pas spécifique pour à ces catégories-là. Mais il peut y avoir, que dire, l'innovation tarifaire ne veut pas forcément dire qu'on ignore les ménages à faible revenu ou qui sont dans des situations difficiles. On peut à la fois imaginer des nouveaux tarifs qui permettent à la société d'évoluer et en même temps de s'assurer que les ménages, avec des programmes qui sont mieux adaptés peut-être que ceux d'aujourd'hui, qu'on fasse, attention et pour répondre aux préoccupations de ces ménages-là et aux défis de ces ménages-là. Donc il ne faut pas voir les innovations tarifaires comme étant intrinsèquement, négatives pour certains ménages à faible revenu. Il faut le voir comme étant, il y a un potentiel, évidemment, il y a un potentiel de faire mal. Si on a un marteau, on peut toujours se frapper sur le doigt et faire mal, et les outils tarifaires là, c'est comme des marteaux là, on essaie de construire, de clouer des clous et on veut pas faire mal, on veut pas se faire mal. Mais évidemment, si on utilise mal l'outil, on peut se faire mal et là donc l'étude n'est pas sur le bon ou le mauvais usage de l'outil, mais sur les différents potentiels que l'outil peut, des résultats que l'outil peut obtenir. José Provençal nous demande, suite aux résultats, est-ce que vous avez des recommandations à faire au gouvernement sur l'ajustement de la tarification résidentielle et quelles seraient-elles ces recommandations si on en a? Hem, Premièrement, ce serait justement d'essayer de favoriser, de pousser, les distributeurs, d'électricité
de favoriser des tarifications qui seraient beaucoup plus, dynamiques que les tarifications actuelles, qu'on a étant donné que, on a de plus en plus de logiciels, technologiques qui peuvent faire en sorte que le consommateur, va comprendre sa consommation, va comprendre, quels appareils sont énergivores. Donc, oui, après cette étude, moi je l'ai Pierre-Olivier Pinault et moi, on est plutôt, favorables à justement, la tarification de la puissance. Donc ce serait, bah, premièrement de creuser, un peu plus, là-dessus étant donné que c'est l'étude que j'ai réalisée, elle sert quand même de base à comprendre que oui, ce serait, une bonne, manière de faire, mais il faudrait quand même, s'y attarder un peu plus, et puis, puis voilà. Merci. Je me permets d'ajouter que évidemment, moi, je suis, un partisan de la tarification de la puissance et particulièrement pour les clients résidentiels. Un des éléments, c'est que même si la puissance en tant que telle n'est pas forcément comprise, intuitivement, elle reste un concept qui peut être expliqué et qui est beaucoup plus simple en bout de ligne que le tableau, de la tarification différenciée dans le temps. Isis, si tu veux retourner à la diapositive qui montre les tarifs là de la tarification différenciée dans le temps, il y a une structure là qui n'est pas, tu y étais, ouais, c'est Ouais. exactement celle-là. Là, vous le voyez, je ne sais pas comment un humain peut gérer, les tranches de pointe, hors pointe, de nuit. La première tranche, la deuxième tranche et le seuil de la première tranche, il varie selon les saisons. Ça fait beaucoup d'éléments qui sont très peu intuitifs et donc qui, à mon avis, vont être très difficiles à communiquer. Ça, c'est le plan, c'est le dans tout de tout ce qu'on a dit, ça, c'est le seul plan réel qui est sur la table que Hydro-Québec, demande, que veut mettre de l'avant et c'est devant la régie actuellement. Donc c'est la proposition d'Hydro-Québec que la régie, devrait approuver ou pourrait approuver, dans les mois à venir et c'est la seule chose qui de tout ce qu'on a dit là, qui est vraiment discuté au niveau officiel. Hem et quant à moi, c'est pas facile et la simplicité n'est pas forcément au rendez-vous, tandis qu'amener des notions de puissance, c'est peut-être aussi, quelque chose qui est réel et sur lequel il faudrait communiquer, même si c'est pas non plus, aisé à comprendre, heu, c'est un élément qui peut être compris. Frédéric Pelletier pose une autre série de questions. Se pourrait-il aussi qu'un client tire une pointe sans qu'elle soit coïncidente avec celle du réseau? Si oui, comment ce client peut aider à diminuer la pointe provinciale, donc la pointe coïncidente? Ouais, justement, c'est ce que je montrais avec le tableau. Je peux le remontrer ici. Là, par exemple, beh, on voit que ce client-là, sa pointe, elle est pas coïncidente avec la pointe, provinciale. Donc, oui, en soi, sa réduction, n'aiderait pas spécialement le distributeur. Donc, mais, bon, après ça reste quand même, des, je veux dire des chiffres qui sont, un peu plus, hors normes, aussi. Mais ceci dit, ces clients-là, le client, PR1 qui n'a pas sa pointe personnelle, durant les heures de pointe et donc qui finalement la tarification horaire ne lui fait pas diminuer sa pointe. Il réagit durant les heures de pointe, il réagit quand même aussi au tarif de pointe et il diminue un peu sa consommation durant les heures de pointe et ça, c'est un élément qu'on n'a pas regardé dans le rapport. C'est finalement durant les heures de pointe d'Hydro-Québec, les clients qui gardent leur pointe élevée, mais vont quand même réduire parce qu'ils ont quand même le signal de prix durant les heures de pointe, tarifé heures de pointe. Ils vont réduire un petit peu leur consommation et ça, c'est vrai que c'est pas documenté dans le rapport. C'est une chose qui aurait été intéressante à regarder, mais ils ne l'a pas fait. Quels sont les gisements une autre question de Frédéric Pelletier, je vais dans l'ordre. Quels sont les gisements d'efficacité énergétique d'une facturation de la puissance qui vise la gestion de pointe? Je suis pas sûre de comprendre très bien le sens de la phrase. Alors, moi, tu compléteras Isée si tu veux, mais avec ma réponse.
tu vas peut-être comprendre le sens ou du moins ce que moi j'ai compris de la question. On a c'est-à-dire on a vu qu'avec la tarification de la puissance, on a non seulement une réduction de la consommation de pointe, mais aussi une consommation d'énergie plus structurelle et ce que semblent faire les consommateurs, c'est juste mieux gérer d'une manière structurelle et heu et donc simplement réduire leur consommation, à la pointe, oui, mais en révisant peut-être, des les la température qu'ils utilisent ou en adoptant des habitudes qui sont, moins énergivores. Donc qu'est-ce qui exactement, dans tous les chiffres que Isée a utilisés, c'est des chiffres de la littérature qui n'identifient et quand on a une élasticité prix ou une variation de la consommation, si c'est ce que l'étude a regardé, c'est une variation de la consommation, on n'a pas forcément le la source exacte de l'usage qui a changé pour expliquer pourquoi quel usage a été affecté par le prix. C'est global et donc on voit qu'il y a une réduction globale. Maintenant, ça pourrait venir si on réduit la puissance demandée, mais ça peut revenir d'une meilleure répartition et ça après ça peut venir du fait qu'on est en étant plus alerte à sa consommation et bien, parce qu'on réagit on gère mieux sa pointe et bien, cette gestion un peu plus active fait en sorte qu'on baisse notre consommation globale aussi. Je ne sais pas, Izzy, si tu avais d'autres, Bon, je pense que c'était clair. Je pense que oui, j'ai compris la question du coup, mais donc c'était clair. d'accord. Bruno Gobeil demande: «Les tarifs que tu as définis ne sont pas neutres. Ce point est à clarifier». Est-ce qu'il y a est-ce élaborer là-dessus, sur la neutralité Hem, tarifaire? oui, en gros, c'est que, Hydro-Québec, quand ils créent, des nouveaux tarifs, ils font toujours en sorte que à consommation égale, la facture soit, égale également. Donc, quand on dit neutre, les uns envers les autres pour les tarifs, c'est que pour la même consommation, le consommateur va payer le même prix, en fait. Voilà et Voilà. dans les simulations qui ont été faites, on n'a pas cette neutralité tarifaire. Ça veut dire que et là, on l'a vu et c'était le but là des analyses de dire si une personne ne change pas sa consommation en passant du tarif volumétrique où tout le monde est à un tarif, différencié dans le temps ou un tarif, de puissance, eh bien c'est l'impact n'est pas neutre. Donc ici, on n'a pas fait des scénarios de neutralité tarifaire. On a fait des scénarios où on change la tarification et s'il y a pas de changement de comportement, il y a effectivement une pénalité. Ce qui n'est pas forcément mauvais parce que ce qui est visé par les changements tarifaires, c'est des changements de comportement et on veut justement amener des comportements qui sont, plus économes pour tout le monde, pour la société et pour, les consommateurs et pour Hydro-Québec. Évidemment, il faut avoir en compte les situations des ménages à faible revenu et s'assurer qu'on ne n'ayait pas un poids indu qui soit sur ces ménages-là. Mais il y a d'autres ménages, la société québécoise est aussi constituée de ménages qui ne sont pas de ménages à faible revenu et ces autres ménages, eux, ils ont une plus grande capacité d'adaptation, au moins en théorie. Yaye Diyenbaba demande: «Est-ce que les conclusions sont transférables au gaz naturel?» Heu, je suppose, je sais pas du tout le but de l'étude, donc j'avoue, je n'ai pas du tout, pensé à ça. Moi non plus, j'ai pas pensé à ça, mais d'une manière générale, ces études, sont transférables, mais dans le gaz naturel, il y a à ma connaissance, il y a pas de tarification horaire, ou donc c'est pas quelque chose que j'ai vu. Par contre, il peut y avoir des équivalents aux tarifications de puissance, mais ça serait à voir. C'est une problématique
qui à moyen et long terme est moins importante parce que le rôle du gaz naturel dans le chauffage des bâtiments, en tout cas au Québec, est voué un peu à diminuer. Donc c'est pas quelque chose là qu'il faut raffiner, tandis qu'au contraire, pour l'électricité, son rôle dans le chauffage au Québec et partout, sur terre, le rôle de l'électricité est appelé à augmenter dans le chauffage. Donc c'est une problématique qui va être beaucoup plus importante pour le chauffage, électrique, que pour le gaz naturel, même si aujourd'hui il y a encore beaucoup en Amérique du Nord, beaucoup d'États et de provinces là qui chauffent beaucoup au gaz naturel. Donc question pertinente, mais on n'a pas vraiment la réponse. Un spectateur anonyme demande pourquoi Hydro-Québec ne favorise pas la tarification de la puissance et favorise plutôt la TDT, tarification différenciée dans le temps. Hem Il faut leur demander à eux. De ce que j'ai pu comprendre, c'est que, pour eux, la tarification de la puissance, le frein physique, de la limite physique que j'avais souligné avec les transformateurs, reste un gros enjeu. Et puis je pense que la tarification horaire aussi est beaucoup plus vieille que la tarification de la puissance, donc plus facile à comprendre. Plus d'études ont été faites, je pense que voilà, mais je sais pas. C'est une très bonne question. Je sais que moi, je n'ai parlé à personne à Hydro-Québec qui pense que c'est une bonne idée de faire une tarification de la puissance au niveau résidentiel. Personnellement, j'ai jamais été convaincu par les arguments que ces personnes à Hydro-Québec me donnaient. L'argument principal semble être, d'après moi, que les gens ne comprennent pas la puissance et comme ils ne comprennent pas la puissance, il ne faut pas les bousculer avec un tarif qui tarifie quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et je comprends pas vraiment parce que les Italiens tarifient sur la puissance, ils à donné un grand nombre d'idées, pas d'idées, mais de pays où il y avait une tarification sur la puissance, et je ne crois pas que les Québécois sont plus idiots que les Italiens ou que les Français ou que les Belges ou les Néerlandais. Et donc il y a pas de on peut expliquer la puissance, tarifer sur la puissance. Si quelqu'un comprend pas et que, il ne gère pas sa puissance, il va vite la comprendre quand il va recevoir sa facture et qu'il va se demander, comment il peut, réagir. Donc, je pense que c'est pas une notion inutile à communiquer aux consommateurs, et que dans ce sens-là, c'est important de communiquer, les choses qui ne sont pas inutiles à communiquer. Mais il y a beaucoup de résistance et en tout cas, on prétend pas avoir la pure vérité dans cette étude-là. Mais on compare et on étudie et on espère contribuer un petit peu à la vulgarisation du concept et à la discussion. Dernière question, celle de Patrick Lachapelle. Est-ce que la tarification par plusieurs paliers de consommation pourrait être une approche efficace? Par exemple, si on avait 5 ou 6 paliers de consommation afin d'offrir des tarifs faibles pour répondre aux besoins de base et ensuite des paliers, de tarification progressive selon le niveau de consommation. On aurait des tarifs entre 0 et 10 000 kWh, 10 000 et 20 000 et cetera pour les grands consommateurs. Je pense que c'est une autre étude qui pourrait être très intéressante, mais l'objectif serait sans doute pas similaire à celui de la réduction de la pointe, étant donné que là, c'est vraiment juste pour favoriser, les consommateurs, plutôt que et défavoriser les gros consommateurs. Donc je pense que c'est vraiment, un autre objectif. C'est vrai et je rajouterais que le problème des paliers, c'est que ces paliers-là sont en général des paliers, mensuels ou bimensuels sur 2 mois. Et que, là, si on veut tarifier de façon horaire ou, tarifer la puissance, c'est pour agir sur la demande de pointe qui est très ponctuelle durant certaines heures et les paliers, ne permettent pas justement de cibler les heures problématiques ou les appels de puissance problématiques et donc, on aura beau avoir plein de paliers, ça ne va pas envoyer le signal que c'est problématique d'avoir un appel de puissance très élevé à certains moments. Et donc c'est ça l'enjeu, que pour Hydro-Québec, pour gérer le réseau, ils ne peuvent pas avoir même quelqu'un qui consommerait très peu d'électricité, mais il le consommerait cette personne-là consommerait l'électricité le soir à 19:00, un soir de février. C'est le très mauvais moment pour consommer beaucoup d'électricité, mais même s'il ne consommait que à ce moment-là, il serait dans le palier le plus bas.
mais il contribuerait énormément, aux problèmes de puissance et de réseau d'Hydro-Québec et donc là, on aurait un problème d'incitatif. Donc les paliers peuvent répondre à certaines choses, mais ne peuvent pas aider vraiment pour répondre, aux enjeux de pointe et c'est pour ça que les tarifications horaires ou la tarification de la puissance sont, mieux adaptées pour répondre de façon très spécifique là à ces pointes, qui sont observées. Voilà, on est arrivé au bout des questions et c'est bien parce qu'on est arrivé au bout de l'heure. On vous remercie, tous. Merci beaucoup Isée pour ta présentation, pour ton étude. Je mentionne que Isée, est à la recherche d'un emploi actuellement, donc si jamais vous voyez des opportunités ou, une ancienne étudiante de la maîtrise en gestion du développement durable à HEC pourrait être intéressante, ben, n'hésitez pas à la contacter. Son courriel est encore visible à l'écran. Merci à tous. Le webinaire est enregistré, il va être, mis sur le site de la chaire, dans quelques jours. Excellente journée. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir.